On a abordé les deux premiers blocs. Donc, le bloc jaune sur on a sélectionné donc un capteur. Le bloc bleu sur on a obtenu donc des données grâce à ces capteurs. Maintenant, l'idée, c'est de se dire ces données, il va falloir en faire quelque chose d'un point de vue zootechnique et répondre à des questions qui ont été évoquées donc, dans le contexte par Nathalie et par Charlotte. Et donc, on va laisser la parole donc, à Anna Blanc ainsi que Clément Ribat, tous les deux donc, de l'INRAE, pour aborder ces deux sujets-là. Donc, moi, je vais vous parler de l'utilisation de ces données pour estimer les besoins énergétiques liés à l'activité physique. Donc, si on reprend les trois profils précédemment indiqués durant cette présentation, donc que sont discrètes, autoritaires et curieuses, on va avoir, grâce aux données d'Ilepix, leur temps passé debout agrégé à l'échelle de l'heure. Donc, si on reprend le tableau qui vous est présenté ci-dessous, par exemple, pour la dernière ligne, au jour de gestation 15, de 15h à 16h, la truie qui est curieuse a passé 50% de son temps passé couché, 30% debout et 20% en mouvement dans la localisation B2. À partir de ces données, on va les agréger à l'échelle de la journée pour avoir un budget temps de chaque animal, de son profil, en fonction des différentes activités mentionnées. Donc, debout, en mouvement, allongé, mange, boit. Ces données agrégées à l'échelle de la journée sont ensuite détaillées au niveau de l'ensemble de la gestation. Donc ici, vous avez représenté les trois profils avec des temps d'activité sommés en temps passé debout et en mouvement en heures journaliers. Donc vous pouvez voir que, par exemple, pour la truie curieuse jaune, il nous manque 2 points de données, donc ils ne sont pas représentés. Et on voit que ça nous permet de suivre l'évolution de l'activité au cours de la gestation pour chaque profil de truie. Si on va un peu plus en détail au niveau de associer activité physique individuelle et besoins énergétiques, si je reprends le graphique qui vous a été présenté, on utilise avec la courbe rouge actuellement dans les modèles nutritionnels 4 heures debout d'activité pour toutes les truies. Or, on a vu avec le graphique que vous avez sur la gauche que cette activité est très variable en fonction des truies. Et donc, je vous ai représenté pour les trois profils de truies qu'on a, discrètes, autoritaires et curieuses, leur patron d'activité. Et à droite, si on reprend une truie qui pèse 250 kg avec un aliment de gestation qui correspond à 12 mégajoules d'énergie métabolisable par kilo, on peut voir que rajouter 1 heure debout grâce aux équations établies par Labussière et Hall, cela rajoute 85 grammes d'aliments par jour pour compenser cette activité supplémentaire. Elle augmente linéairement en fonction du temps passé debout. Donc 4 heures, c'est 4 fois la quantité pour 1 heure de plus, donc 340 grammes par jour si elle passe 4 heures en plus par rapport à la moyenne estimée de 4 heures. Et si en plus on est capable de déterminer le temps passé en mouvement, on peut voir que ça augmente encore plus la quantité supplémentaire à ajouter par jour pour compenser cette hausse d'activité. Et on passe si c'est 1 heure à 1,5 km par heure, on a 177 grammes d'aliments par jour en plus et 277 quand cela correspond à 1 heure en mouvement en plus à 3 km/h. Par rapport à ces évaluations individuelles d'activité, il faut ensuite pouvoir les répercuter au niveau de l'apport alimentaire. Donc, il est possible de faire cela grâce à l'ajustement des rations au niveau du DAC. Donc, ici, vous avez représenté les DAC à l'INRAE et vous voyez 2 silos qui permettent le mix de 2 aliments et donc fournir à l'animal les besoins en fonction de ce qui sont estimés et l'ajout de l'activité physique individuelle. On peut les reconnaître grâce à la puce RFID que chaque truie possède. Ainsi, pour les éléments qu'il faut retenir par rapport à l'activité physique et l'estimation des besoins énergétiques, la truie debout, ça dépense environ 50% de plus d'énergie qu'une truie qui est allongée. On a une augmentation linéaire de la dépense énergétique avec l'augmentation de la vitesse. Et si on est capable de séparer les deux activités de debout et en marche, on va pouvoir être plus précis sur l'estimation des besoins énergétiques. Et donc, de les prendre en compte, ça permettrait de mieux nourrir aux besoins les truies gestantes au cours de l'ensemble de la gestation. Je vais passer maintenant la parole à Anna qui va parler des activités et interactions. Donc, je vais passer sur le volet plutôt comment on utilise ces données d'Ilepix, ces données d'analyse d'image pour à la fois le bien-être et les interactions sociales.
puisqu'on a vu en intro que la mise en groupe détruit a engendré l'apparition d'interactions sociales, qu'on a décrit ici à valence positive ou négative. Donc les interactions positives telles que les flairages, qui ont plutôt pour fonction la reconnaissance sociale, la cohésion du groupe, et des interactions dites négatives ou agonistiques, comme les morsures, qui vont avoir plutôt comme fonction la régulation de la compétition alimentaire, la mise en place de la hiérarchie, etc., et qui peuvent engendrer l'apparition de blessures et de stress et donc impacter le bien-être. Ces interactions peuvent être aussi réalisées dans des orientations différentes, ce qui peut aussi nous donner des indications. À titre d'exemple, par exemple, si on a une interaction négative groin-queue, ça veut peut-être vouloir dire dans ce contexte qu'on a une morsure de queue et donc potentiellement une atteinte au bien-être. Donc on a aussi un intérêt à déterminer les orientations. L'objectif de cette étude, c'est donc d'essayer de détecter et de classifier les interactions sociales à partir des données d'analyse d'image que nous, on récupère, donc à partir des points d'intérêt et des postures. Et donc pour ça, on a fait une étude préliminaire où on a annoté des moments spécifiques d'interaction sociale entre deux individus. Donc pour cela, on a annoté 10 images par interaction sociale. On a annoté des interactions sociales. Donc, comme le montre le petit graphique de gauche, ça représente une interaction sociale et les 10 images qui sont annotées. On va annoter donc 4 images avant l'interaction sociale pour voir le rapprochement, l'image de début et de fin de l'interaction sociale et 4 images après l'interaction pour avoir finalement la dynamique globale d'une interaction. On va faire ça en annotant 120 interactions négatives, 120 positives et 120 moments où deux trucs ne sont pas en interaction, c'est-à-dire proches mais qui ne sont pas en contact, pour essayer de voir comment elles se caractérisent. À partir des données justement qu'on récupère des points d'intérêt détruits, on va pouvoir calculer des variables justement qui vont nous permettre de classifier et de détecter une interaction, telles que les distances moyennes entre les truies, donc en fonction des points, groin-groin, groin-cou, groin-queue, l'évolution de ces distances au cours du temps, en fonction des périodes qu'on a vues, avant, pendant et après l'interaction, les vitesses de déplacement aussi sur ces périodes et les distances individuelles parcourues. À partir de là, on a fait donc de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on veut essayer de déterminer comment on peut détecter une interaction, comment on peut discriminer une interaction d'une non-interaction, caractériser si elle est positive ou négative, etc., en fonction justement de ces variables de posture, de distance, de vitesse, etc. Donc pour cela, on a découpé la méthode en 3 étapes, une phase déjà de détection de l'interaction et 2 phases de caractérisation. La première étape, c'est de détecter le début et la fin de l'interaction. Donc ici, on va comparer les moments d'interaction avec les moments de non-interaction, ce qui va nous permettre déjà dans un premier temps de détecter l'interaction. Ensuite, la deuxième étape qui va permettre de détecter ce qu'on a appelé la valence, donc si elle est positive ou négative. Et une dernière étape de détection de l'orientation, si elle est plutôt orientée groin-groin, groin-cou ou groin-queue. On a donc fait pour chaque étape des arbres de décision donc, qui ressemblent à ça, où ici c'est un exemple pour l'étape 1, où en fait en bout de branche on a les classes qu'on veut classifier, donc interaction, pas d'interaction. Et au niveau des nœuds, les variables qui vont nous permettre de faire la différence justement entre ces classifications. Et du coup, après, on va pouvoir calculer, comme l'a expliqué Mathieu, des métriques de performance de nos arbres pour voir est-ce que vraiment on peut séparer les catégories avec fiabilité. Et donc ici, on voit qu'on se rapproche quand même assez fortement de 100% avec des métriques de performance autour de 88% pour l'étape 1, 80% pour l'étape 2 et 74% pour l'étape 3. Avec, à titre d'exemple, pour l'étape 2, c'était par exemple la vitesse entre les truies qui était élevée après une interaction négative
en raison de la fuite des individus après une interaction négative qui faisait qu'on pouvait vraiment séparer une interaction positive d'une interaction négative. Avec ces données d'interaction sociale, on va pouvoir donc compléter les profils de truie, donc comme on a vu les profils qu'on a vus aussi avant. Donc en plus de l'étude de son activité, comme on a vu avec Clément, on va pouvoir ajouter des données sur ses interactions, son comportement social et sur ses interactions, et donc avoir vraiment des profils complets des individus. Et ça va nous permettre à long terme et globalement de détecter des anomalies comportementales. Si par exemple à l'échelle individuelle, on note une augmentation très forte des agressions ou une augmentation du temps passé couché, qui veut potentiellement vouloir dire un problème de santé, etc. Donc, on va pouvoir lier ce comportement à des éventuels problèmes de santé bien-être et donc assurer un suivi individuel du bien-être. Eh ben, merci à tous les deux. Et donc, pour le mot de la fin sur le projet SoMove, on va laisser la parole donc, à Charlotte Gaillard, donc, qui était la pilote et la chef d'orchestre donc, sur ce projet. Et après son intervention, c'est Johan Thomas donc, de l'IFIP qui reprendra la parole pour vous faire un peu une ouverture et vous montrer que finalement, à partir d'une expertise relativement similaire et à partir d'un capteur strictement similaire, finalement, on peut trouver d'autres applicatifs zootechniques. Donc, Johan vous montrera quelques exemples de ce type-là. Et enfin, on terminera donc le webinaire par l'animation d'une phase de questions-réponses qui sera animée par Lucille Montagne de l'Institut Agro. Donc Charlotte, je te laisse mettre ton micro et donner le mot de la fin pour la partie SoMove. Merci Vonique. Donc je vais bien passer la diapo, pardon. Donc à travers le projet SoMove, donc nous avons développé un système d'analyse vidéo automatique qui permet donc d'enregistrer en continu l'activité physique de l'animal. Donc différentes activités, on a vu boit, mange, marche, est debout ou couché. Donc grâce à cette information, on peut donc avoir un ajustement individuel et quotidien de la ration des truies. Et également, donc, le logiciel nous permet d'enregistrer la position de l'animal dans la salle et notamment 3 key points, 3 coordonnées. Et grâce à la combinaison donc, de cette information et de l'activité physique, on peut identifier des interactions sociales ainsi que leurs valences et leurs orientations. Donc maintenant, en fait, la prochaine étape, c'est vraiment de travailler sur la définition d'indicateurs de bien-être afin de détecter notamment des maladies précocement et par exemple des boiteries. Nous travaillons également à améliorer le logiciel, donc via un projet qui sera déposé fin mars à l'appel ANRIA, donc qui permettrait notamment donc, d'améliorer l'identification de l'animal sur l'image, c'est-à-dire lui attribuer vraiment son numéro d'élevage et pas un numéro aléatoire. Et également de suivre chaque truie plus précisément, donc lorsqu'elle se déplace d'une image à une autre, parce que parfois, donc vous avez vu, on a plusieurs caméras, donc on a parfois des petits problèmes de mosaïquage, de recoupement d'images. Donc ça, on cherche à améliorer cette partie-là également. Et également dans ce projet, donc on cherche à classifier les perturbations, c'est-à-dire détecter plus finement un événement, que ça soit un événement environnemental ou un événement de santé, grâce donc aux données produites par notre logiciel. Et effectivement, donc on souhaite aussi poursuivre le travail des indicateurs de bien-être. Donc je vais laisser maintenant la main à Johan qui va vous parler d'autres applications possibles de l'outil, notamment en fonction donc, du type de logement détruit. Merci Charlotte pour cette conclusion. Effectivement, je vais faire le lien avec d'autres projets. Donc, en parallèle du projet SoMove qui vous a été largement présenté aujourd'hui, se déroulait à l'IFIP notamment, mais avec d'autres partenaires, le projet Batiport C4E qui avait pour objectif de comparer et d'acquérir des références sur 3 modes de logement. Donc, le conventionnel, donc avec des ports sur caillebotis, la litière accumulée classique et une litière accumulée avec un accès extérieur, une courette. Donc ça, c'est un projet qui se concentrait sur des ports en engraissement. Il porte sur le stade de l'engraissement. Mais donc, nous, l'idée, c'était d'essayer de faire un parallèle entre le projet SoMove existant
et le projet Batiport, parce que dans le projet Batiport C4E, il y avait une grosse phase du projet sur le suivi comportemental avec des interrogations sur l'activité des animaux. Les animaux ont-ils des niveaux d'activité similaires en fonction du logement? Est-ce que cette activité varie selon la période d'engraissement? Tout un tas d'hypothèses sont dans les tuyaux, je vais dire, par notamment nos collègues du bien-être animal. Des questions sur l'accès à l'extérieur. Est-ce qu'il a un effet sur l'activité globale de la case? Est-ce que l'accès extérieur varie selon les conditions climatiques, ou est-ce que en fait les animaux ne font pas cas de la météo? Et ces questions viennent se croiser, évidemment, hein. Est-ce que les conditions climatiques ont un impact sur l'accès extérieur en fonction de la période d'engraissement? On peut imaginer que plus il fait froid, plus les animaux jeunes vont rester dedans. Donc ça, c'est des hypothèses de départ. Et donc tout ça, on devait le quantifier, on devait le travailler dans le projet Batiport C4E. Donc il y a des opérateurs qui devaient faire des notations, des observations de tout ça. Donc soit en direct, donc en étant dans la salle et en observant les animaux, soit avec des caméras qu'on observe manuellement, je dirais. Et donc, l'idée, à partir de ces questions de Batiport et de la brique technologique qui était développée dans le cadre de SoMove, c'est d'essayer de réutiliser cette brique technologique. Et donc, ça a donné le projet Ethologia, donc étude du comportement des porcs selon 3 types de logements par intelligence artificielle, donc qui a été financé, lui, par le Carnot France Futur Élevage. L'objectif, c'était de récupérer la brique technologique qui a été développée sur des truies, sur Caillebotis, et de l'appliquer autant que possible dans le projet Batiport C4E pour avoir du niveau d'activité des porcs en engraissement sur Caillebotis, mais pas que, et d'essayer de travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer d'adapter cette brique SoMove à ces nouveaux dispositifs. Donc il y a plusieurs étapes. L'idée, c'est de reprendre la brique telle qu'elle et de voir ce que ça donne. Il y aura sûrement une phase de réentraînement. Là, on voit que les cases sont quand même assez différentes. Le nombre d'animaux par case est différent. Forcément, la taille de l'image varie. Et l'idée, c'est d'essayer d'analyser l'activité automatiquement avec des contraintes qui sont propres à ces bâtiments-là. Des caméras qui n'ont pas de recouvrement mais qui concernent la même case, hein. Je pense aux bâtiments avec litière et avec un accès extérieur. La courette et la zone intérieure, c'est bien la même case, c'est bien les mêmes animaux. Mais là où dans nos gestantes, on a une zone de recouvrement pour faire le mosaïquage, ici, il n'y a pas de recouvrement. Il y a une cloison entre les deux. Donc on avance là-dessus. Et donc, c'était pour présenter un exemple de réutilisation de la brique technologie de SoMove qui a été développée parce qu'il fallait une première étape dans une gestante, mais qui pourrait être réutilisée dans d'autres stades physio ou dans d'autres filières, comme j'ai vu passer dans les questions.